Vous allez perdre en fait toutes vos connaissances, tous vos amis d'enfance, les personnes que vous connaissez depuis plusieurs années, à me traiter de tous les noms, de noms d'animaux, de trucs horribles, hyper misogynes. Et pour lui faire hommage, c'était important pour moi de garder cette tradition. Je peux parler que pour moi, mais je le vis vraiment, honnêtement, très bien. Vous me voyez toutes les semaines sur votre écran, peut-être même tous les jours, mais en réalité, est-ce qu'on se connaît vraiment? Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser toutes vos questions, et ce, sans aucun tabou, et vous avez été très nombreuses à m'écrire. Sachez que j'ai tout lu, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les questions qui étaient le plus souvent posées, et j'en ai fait une compilation de 10 questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon franc-parler. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions en toute transparence et en toute honnêteté. Faites comme moi, prenez une boisson pour vous accompagner, et c'est parti! La première question, c'est pourquoi tu t'es installé à Strasbourg et est-ce que tu pourrais envisager de déménager ou de voyager? Alors, faut savoir que j'ai grandi dans la région parisienne, dans la petite couronne, à Nanterre précisément, dans le 92. Honnêtement, j'adorais Paris et la région parisienne jusqu'à ce que je la quitte à mes 18 ans. Je suis partie dans le nord de la France, j'étais dans une ville à côté de Lille qui s'appelle Douai. J'ai étudié là-bas pendant 2 ans et ensuite j'ai déménagé à nouveau à Bordeaux et là-bas j'y suis restée, je crois, 4 ans, un truc comme ça. Ensuite, j'ai également habité un petit peu en Allemagne et notamment à Berlin. Donc en gros, après mes 18 ans, je suis partie de Paris, je suis allée voir d'autres choses et à partir de ce moment-là, c'était impossible pour moi de rester à Paris à nouveau. Je sais pas comment vous dire, mais c'est une ville qui est too much pour moi. Trop de bruit, trop de pollution, trop de gris, pas assez de nature. Et moi, mon rêve depuis des années, c'était de pouvoir acheter mon propre appartement. J'économisais énormément. Et donc quand j'ai voulu m'installer, s'est posé la question de où. Je savais que je ne voulais pas rester en région parisienne et par ailleurs, c'était inaccessible d'un point de vue financier. On allait s'installer à deux, on voulait rester dans une grande ville en France, donc on s'est posé la question un petit peu des différentes grandes villes. Moi, je connaissais Lille, je savais que je voulais surtout pas y retourner. Je connaissais Bordeaux, je savais que je voulais pas non plus y retourner. La Bretagne était aussi exclue. On avait aussi exclu le sud de la France parce que, on trouvait qu'il faisait trop chaud. Et donc finalement, il restait plus énormément de villes. Il restait en gros Lyon et Strasbourg qui nous tentaient bien. Et moi, vraiment, depuis longtemps, j'étais super attirée par Strasbourg. Je connaissais très peu. J'étais venue juste quelques jours sur ma vie. Mais honnêtement, ce que j'avais vu me plaisait beaucoup. Je me souviens d'un centre-ville qui était très vert, qui était très calme aussi, avec très peu de voitures, beaucoup de vélos, un accès à la nature, aux lacs, aux forêts, aux montagnes assez facile. Et en plus de ça, un accès à l'Allemagne imminent, puisque si vous le savez pas, Strasbourg est vraiment collé à la frontière allemande. Et ayant fait des études ultra portées sur l'Allemagne, l'allemand et la culture allemande, etc., eh bien moi j'avais toujours une attirance pour l'Allemagne, c'est pour ça que j'y ai habité en partie. Et donc pour moi c'était vraiment une ville qui me semblait parfaite pour acheter un appartement. Faut dire que les prix de l'immobilier ici, ils sont pas bas, très clairement, mais ils sont pas non plus les plus hauts de France, donc ça restait accessible. Et c'est cette raison et toutes les autres raisons qui ont fait que on est venu s'installer à Strasbourg à ce moment-là. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que j'habite à Strasbourg et honnêtement, j'adore cette ville. Il y a bien entendu des choses que je n'aime pas, mais je pense comme tout le monde dans n'importe quelle ville, il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais les avantages l'emportent largement sur les inconvénients ici à Strasbourg. Et surtout, ce qui est génial, c'est que au bout de 3 ans et demi, j'ai enfin un vrai cercle de personnes autour de moi. J'ai enfin une bonne sociabilité. Et ça, je dois dire que si comme moi, vous souhaitez partir d'un endroit où vous avez grandi, il faut vraiment savoir que vous allez être déraciné. Vous allez perdre en fait toutes vos connaissances, tous vos amis d'enfance, les personnes que vous connaissez depuis plusieurs années. En fait, on se rend pas compte à quel point on tisse un lien avec plein de gens là où on est et quand on part, c'est assez difficile. Et surtout pour moi qui travaille à mon compte, toujours chez moi, grosso modo, et c'est pas évident puisqu'en général, quand on déménage quelque part, les premiers liens sociaux qu'on a, c'est au travail, avec nos collègues, etc. Ça a été assez dur au début et ça a pris au moins 2 ans avant que je me sente enfin un peu bien d'un point de vue sociabilité. Les hivers sont assez rudes quand même à Strasbourg, je dois dire, et assez longs, mais par contre, le printemps et l'été, je trouve que c'est incroyable, surtout le printemps parce qu'il fait pas encore trop chaud. Vraiment, je vous en conjure, venez en Alsace, genre au printemps ou en été, on peut faire mais tellement de choses si vous aimez la nature et l'eau, notamment les montagnes, etc. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'il y a à faire dans cette région. Moi, vraiment, ça fait sensiblement 3 ans et demi que je ne pars plus en vacances autre part que dans ma région parce que j'aime juste trop cette région. Il y a tellement de trucs à découvrir. Et donc, non, actuellement, je n'envisage pas du tout d'aller emménager ailleurs. Je me sens juste
très très bien ici. J'adore mon quartier, je le trouve incroyable alors que je connaissais pas Strasbourg avant de venir. Donc c'était un réel risque entre guillemets d'acheter un appartement comme ça sans connaître les quartiers. Je le conseille pas forcément, mais moi j'ai eu énormément de chance. Vraiment, je trouve que j'habite dans le meilleur quartier de Strasbourg. Et pour les voyages, du coup, j'y ai déjà un peu répondu. Je voyage beaucoup dans la région, même sur les week-ends. Je prends la voiture, je pars à 1 heure, je visite la région. Il y a tellement de choses à visiter dans la région. On peut aussi aller facilement en Allemagne, en Suisse. Et cette année, ça va faire longtemps que j'ai pas fait ça, mais je vais partir une semaine à Berlin avec ma meilleure amie. Donc je reste du côté allemand et du côté est de la force, mais je vais partir quand même un peu plus loin. La deuxième question qu'on m'a posée, ça a été concernant mon TDAH. J'ai appris assez récemment, il y a quelques mois, que j'ai un TDAH tout simplement. Apparemment, ça paraissait très évident à plein de personnes qui connaissent bien les sujets des neuroatypies, mais pour moi, ça ne l'était pas du tout. Déjà, on me demande comment j'en suis arrivée à savoir que j'avais un TDAH. Bah écoutez, déjà, sentez-vous assez à l'aise parce que j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année, et donc c'est quand même un diagnostic assez tardif, hein, on va pas se mentir. Et je dois dire que c'est assez perturbant quand même parce que ça explique beaucoup de choses de votre personnalité. On vient expliquer des choses que vous vous disiez, bah tiens, c'est un peu bizarre, je me sens différente des autres. Et c'est vraiment un cheminement identitaire que je trouve particulier. Il est à la fois soulageant et en même temps, il soulève beaucoup de questions. Il fait remettre en perspective plein d'expériences que j'ai eues dans la vie. Ça faisait quand même quelques années, pas très très longtemps, mais je dirais à peu près 3-4 ans, que je me posais des questions, que je me disais, est-ce que je suis normal entre guillemets. Dit comme ça, c'est un peu bizarre et maladroit, mais c'est comme ça que je le ressentais. Je ressentais un décalage parfois avec les autres, avec la société, etc. Et je me demandais en fait si j'avais quelque chose ou si juste c'était normal de se sentir comme ça, que tout le monde se sentait un peu comme ça. Et il m'arrivait de temps en temps, pendant ces 4 ans, de regarder des trucs sur les neuroatypies ou sur différentes choses. Et je savais pas trop si je pouvais me reconnaître dans un truc ou dans un autre. C'était un peu compliqué parce que, en fait, aujourd'hui, il y a eu un truc sur les réseaux sociaux avec le TDAH où parfois c'est un peu extrapolé et tout le monde a l'impression de l'être parce que tu peux toujours retrouver en toi un ou deux éléments du TDAH sans forcément que ça veuille dire que toi tu as cette neuroatypie. Donc moi ça m'a pas mal bloqué pendant quelques temps parce que je me disais non, j'ai sûrement pas ça, c'est juste que sur les réseaux tout le monde a l'impression de l'être, donc c'est sûrement mon cas aussi. Et ensuite j'ai fait une rencontre qui a été assez primordiale pour moi dans mon cheminement. C'est une amie que je me suis faite ces dernières années qui, elle, en tant que travail, est neuropsy et elle travaille toute la journée avec des personnes qui ont potentiellement des neuroatypies et elle les diagnostique, etc. Oui, après ça doit être signé par un médecin par ailleurs derrière. C'est pas le sujet de cette vidéo parce que je sais que ça fait grande polémique. Toujours est-il que je l'ai vu et je lui ai dit est-ce que tu peux me dire si tu penses que potentiellement j'ai un TDAH au vu de la façon dont je me comporte au quotidien, etc. Et en fait, elle m'a tout de suite dit oui, très clairement, il y a quand même de fortes chances, donc je te conseille d'aller creuser sur ce sujet-là. C'est ce que j'ai fait, et ensuite, j'ai su que j'avais un TDAH. Comment j'ai compensé au cours de ma vie? J'ai compensé mon TDAH tout simplement en masquant énormément, à tel point que je me sentais très rarement à l'aise dans une situation sociale, avec un groupe, etc. Pour les personnes qui savent pas, le fait de masquer, c'est, je vous lis la définition, l'effort conscient ou inconscient visant à cacher, réprimer ou compenser les symptômes du TDAH afin de paraître neurotypique. Le TDAH, c'est vraiment particulier puisqu'il est très relié à l'environnement, et donc si votre environnement est, on va dire, à peu près parfait pour vous, potentiellement vous allez avoir un TDAH et juste pas le savoir parce que vous aurez aucune souffrance par rapport à ça et ça va très bien se passer. Mais si au contraire vous avez un environnement qui va être super difficile pour vous, là potentiellement vous allez savoir que vous avez un TDAH parce que vos symptômes vont être beaucoup plus forts. Et donc j'ai envie de dire, mon conseil c'est le plus possible que vous pouvez, en fonction de votre situation, essayer d'adapter votre environnement tout simplement. Je sais que c'est pas du tout possible pour tout le monde, mais en tous les cas les choses qui sont possibles, faites-le en fait. Suivez un petit peu vos besoins à vous et dites si c'est plus confortable pour moi de faire comme ça, je fais comme ça. Regardez un peu les conséquences que ça a sur votre quotidien et également sur le moyen et long terme. N'hésitez surtout pas à vous faire accompagner, notamment par un psy qui a été diplômé, c'est important, pas un psychothérapeute mais un psychologue par exemple, ou une psychologue bien sûr. Et ouais, en vrai j'ai plein de petites astuces dans mon quotidien qui m'aident. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo où je compile un peu mes astuces qui moi me facilitent grandement mon quotidien avec mon TDAH. Et enfin, est-ce qu'il me fait encore souffrir et est-ce que j'y vois des avantages en termes de qualité par exemple sur ma personnalité ou ce genre de choses? Est-ce qu'il me fait encore souffrir? Honnêtement ça va, en fait ça a été assez particulier d'avoir le diagnostic. En général il y a pas mal de personnes qui peuvent relate avec le fait que quand vous avez votre diagnostic, finalement les symptômes vont s'aggraver parce qu'en général c'est un moment
moment où vous allez démasquer et donc les symptômes vont être beaucoup plus visibles et parfois un peu hors de contrôle. J'ai grave ressenti ça lorsque j'ai eu mon diagnostic, ça m'a fait très bizarre, ça a mis en relief aussi beaucoup, comme je vous disais, d'expériences dans ma vie, des choses que j'ai vécues. Et du coup, cette mise en relief m'a fait dire tout simplement que sur ma vie, je me rends compte qu'il y a aussi des personnes qui m'ont adorée comme je suis, qui m'ont toujours comprise, qui m'ont toujours accompagnée, même sans savoir et sans avoir ce diagnostic-là. Et finalement, moi, c'est un peu ça la conclusion que j'en ai. Aujourd'hui, je suis adulte, je peux m'entourer des personnes que je souhaite, je peux ne pas m'entourer des personnes qui me font du mal ou qui ne m'acceptent pas, etc. J'accepte tout à fait l'idée que plein de personnes ne m'aiment pas, je trouve ça tout à fait normal et ok. Donc aujourd'hui, ça me fait pas vraiment souffrir en fait, j'ai pas non plus envie de prendre un médicament pour m'aider sur mon TDAH actuellement, ça pourrait changer à l'avenir, mais pour l'instant c'est pas le cas parce que je sais vivre avec. Donc mon objectif c'est plutôt, comme dit, d'adapter mon environnement, d'adapter aussi mes attitudes, mes réflexes, mes façons de réagir à des situations pour que ce soit le plus confortable et le plus sain à la fois pour moi et pour mon entourage. Et donc dans les qualités qu'on me prête en général, parce que j'ai eu la question avec des amis récemment, on s'est posé les questions de nos qualités mutuelles, ce qu'on appréciait chez les autres, etc. On m'a dit ma créativité, le fait que j'étais souvent très enthousiaste face à plein de choses, ma bonne humeur, le fait que je suis une personne qui est plutôt connectée à ses émotions, connectée à son enfant intérieur, et le fait qu'en général avec moi on ne s'ennuie pas, que j'ai toujours des bons sujets de conversation, des bonnes idées de choses à dire, de choses à faire, etc. Donc écoutez, ça me va très bien. La prochaine question, c'est quel métier j'exercerais si je n'étais pas créatrice de contenu, influenceuse, et c'est une très bonne question. Finalement, ce métier de création de contenu, influence, c'est pas un métier qu'on apprend réellement dans une école, c'est pas ce genre de choses et en général on y arrive souvent par passion et par envie et on construit un petit peu notre métier et notre carrière par rapport à ça. Donc faut quand même savoir que c'est un métier en général qui est quand même vraiment choisi, c'est pas un métier qui est subi. Donc si je l'ai choisi, c'est que vraiment il me convient et que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a énormément d'avantages et je trouve ça génial. Par contre, c'est vrai que c'est un métier où il faut cravacher de ouf, surtout au début, parce qu'il faut se faire connaître, tirer un peu son épingle du jeu. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui dans la création de contenu, donc il faut savoir apporter sa patte personnelle et c'est pas toujours facile. C'est vraiment aussi un cheminement psychologique et personnel, je trouve, de réussir justement à trouver les choses qu'on veut transmettre aux autres, à se dévoiler pour qu'on puisse créer une connexion entre vous et moi. Mais régulièrement, je me dis que je ne sais pas combien de temps ça va durer exactement. J'imagine que je ne pourrai pas faire toute ma carrière en création de contenu, même si je me le souhaite. Et qu'est-ce que je ferais en vrai? Je pense que même si je vivais plus de l'influence en tant que telle, je pense que je resterais quand même sur les réseaux sociaux et que j'entreprendrais quelque chose, mais que je m'aiderais quand même des réseaux sociaux pour me faire connaître et que du coup, mon cœur de métier ne sera pas l'influence, mais que je resterai quand même en ligne pour parler un petit peu de mon projet. Ce serait sûrement un truc en rapport avec la nourriture végane, j'imagine. Sinon, il y a autre chose qui m'intéresse énormément, c'est tout le milieu de la seconde main, de l'occasion, etc. J'ai vraiment une histoire avec ça depuis que je suis enfant. J'ai toujours adoré chiner, mais vraiment, j'étais en primaire que j'allais, je me souviens, seule au vide-grenier. D'ailleurs, j'avais fait quelques vidéos sur ce thème sur ma chaîne il y a quelques temps, et parfois je réfléchis à vous refaire des vidéos sur le sujet. Donc dites-moi si ça vous intéresserait par exemple de voir des hauls de mes achats de seconde main, ou bien si vous préféreriez genre des vlogs avec moi en brocante, où je vous montre, je vous emmène un peu dans la brocante, ce genre de choses. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas à m'éclairer là-dessus en commentaire. Et donc je pense que potentiellement, je pourrais me retrouver à être commerçante d'occasion, quoi. Donc en gros, antiquaire, brocanteuse, ce genre de choses. Je pense vraiment que je pourrais faire ça, notamment avec une boutique en ligne par exemple. C'est un truc qui me plairait, je pense, beaucoup. J'ai eu pas mal de questions sur le sujet des commentaires. Donc comment fais-tu pour ne pas laisser les méchants commentaires que tu reçois parfois abîmer ton estime, ta confiance et ta santé mentale? Comment est-ce que tu fais pour prendre du recul par rapport à ça? Comment tu gères la notoriété et les critiques qui peuvent parfois être très dures, voire même acerbes? Faut savoir que quand je suis arrivée à Strasbourg, donc c'était en 2022, j'avais, il me semble, 70 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, on est en 2026, j'en ai 950 000, donc j'ai eu une progression énorme sur les réseaux sociaux parce que j'ai vraiment énormément travaillé. Je publiais des contenus tous les jours et vraiment je ne faisais que travailler presque dans ma vie parce que j'avais vraiment à cœur d'enfin réussir à vivre de mon activité. Et à un moment, j'ai énormément buzzé. C'était, je crois, à la fin de l'année 2023 et je me souviens qu'à cette période-là, je pouvais gagner plus de 100 000 abonnés sur Instagram par mois. Et donc là, j'ai eu une exposition absolument énorme avec des millions et des millions de vues par jour sur mes contenus. Donc forcément, j'étais très très exposée. Et là, je dois dire que ça a été très très dur parce que c'est vraiment un raz-de-marée de violence que vous vous prenez en pleine tête. Personne ne vous prépare à ça. C'est un sujet qui est très peu connu. Et surtout, potentiellement, si vous vous protégez pas, vous vous réveillez avec des messages hyper négatifs, voire
très violent, insultant vraiment. Vous vous endormez avec la même chose et ça peut vraiment peser sur le moral. C'est aussi une période où j'ai pris pas mal de kilos et du coup je me suis reçue mais énormément de commentaires sur mon physique, sur mon corps, grossophobe, hyper insultant, à me traiter de tous les noms, de noms d'animaux, de trucs horribles, hyper misogynes. Donc oui, honnêtement, à ce moment-là, ça a été très dur, mais heureusement, j'étais suivie psychologiquement. Je faisais une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale, qui est une thérapie basée sur la science. Et en fait, au fur et à mesure du temps, grâce à cet accompagnement psychologique, grâce aussi au fait, enfin c'est un peu absurde, mais le fait d'être quand même exposé beaucoup à ces commentaires, au bout d'un moment, bah vous prenez de la distance, quoi. Parce que finalement, ça devient plus quotidien. C'est pas choquant comme au début, vous voyez. C'est genre plus normal et ben vous savez que ces personnes-là, elles ont juste un gros problème, honnêtement, avec leur mental, et que bah ça va pas du tout pour elles, et qu'en fait elles déchargent sur des purs inconnus sur internet, et qu'en fait vous prenez bah toute la haine qu'il y a bah envers les femmes, envers les gros. Et je pense fort aux créatrices et créateurs de contenu qui subissent encore plus que ça, puisque c'est les personnes qui, en plus de ça, vont subir de la discrimination envers leur handicap, envers leur couleur de peau, envers leur orientation sexuelle, etc. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que ma communauté, mon cœur de communauté, les gens qui me suivaient vraiment parce qu'ils m'appréciaient, ils appréciaient mon contenu et ils me connaissaient, ont commencé déjà à prendre conscience du fait que je subissais ce harcèlement, parce que j'ai été vocale sur le sujet, je ne me suis pas tue, j'en ai parlé régulièrement, notamment en story. Et ces personnes-là, et je les remercierai jamais assez, ont commencé à prendre ma défense. Donc il y a eu un équilibre qui s'est formé à nouveau dans mes commentaires, sur mes réseaux sociaux, où finalement, oui, il y avait des personnes qui étaient très haineuses, très méchantes, mais il y avait aussi des personnes qui me défendaient en réponse. Et donc moi, quand je voyais le commentaire hyper dénigrant, et bien finalement je voyais aussi la réponse derrière et je me disais ça va, je me sentais pas seule en fait face à ça. Aussi, j'ai utilisé un outil d'Instagram qui est absolument génial. C'est un outil où vous pouvez bloquer totalement des mots. Donc en fait, à chaque fois que j'avais un commentaire genre hyper insultant, je récupérais ce mot et je le bloquais. Et en fait, ça me permettait que les gens qui commentent que je suis une grosse conne par exemple, bah ça passait pas quoi, parce que le mot conne il était bloqué. J'ai aussi forcément bloqué des profils parce que je pouvais pas laisser des profils qui étaient régulièrement harcelants continuer. Et enfin, la dernière chose qui s'est passée aussi, c'est que j'ai stabilisé mon audience. Maintenant, j'ai des abonnés qui augmentent, mais de façon très raisonnable. Et du coup, je n'ai plus du tout cette vague de personnes nouvelles. Ça peut m'arriver encore parfois sur Facebook, et je peux vous dire que Facebook et les boomers, parce que c'est des personnes majoritairement de plus de 55 ans qui regardent mes contenus sur Facebook, je peux vous dire que ces personnes-là sont extrêmement violentes, extrêmement misogynes, racistes, tout ce que vous voulez, et bien entendu grossophobes. Donc là c'est parfois un petit peu difficile, mais je regarde pas forcément les commentaires du coup sur Facebook, ou alors si je les regarde, je fais attention à être dans une bonne disposition. Je ne regarde plus mon téléphone, enfin mes commentaires le matin en me réveillant, le soir en m'endormant. Tout ça, c'est des moments qui sont assez vulnérables, dans lesquels vous êtes dans une disposition qui est pas bonne pour recevoir la critique, parce que vous êtes dans votre lit, vous êtes dans votre intimité. Donc faut faire super attention à ça. Et maintenant, ça fait plusieurs années, donc j'ai beaucoup plus de distance. Honnêtement, je suis très fière de moi, je suis fière de ce que j'ai accompli. Et donc parfois, quand je reçois un message qui est particulièrement violent, si j'ai besoin de soutien, je vous en parle tout simplement. Je le mets en story, je mets un petit commentaire, et en général, je reçois tellement de soutien de votre part, et ça a tout changé. Ne sous-estimez jamais le fait d'envoyer un message gentil à une personne publique sur internet, parce que je vous jure qu'on les lit, on les voit, et ça nous fait beaucoup de bien, et parfois ça peut vraiment contrebalancer comment on se sent sur le moment. Donc merci à toutes les personnes qui le font. La 5e question, celle-là elle va être très personnel. Vous m'avez demandé si j'étais toujours en couple. Je vous avais dit sur Instagram qu'il y avait des choses qui avaient quand même pas mal changé dans ma vie récemment. En plus de ça, peut-être que vous avez remarqué que mon partenaire n'est plus trop sur mes vidéos, qu'on fait plus trop de contenu ensemble, notamment dans les réels sur Instagram, etc. Et effectivement, on s'est bien séparés cette année avec Erwan. En fait, plus précisément, j'ai pris la décision de me séparer avec Erwan. C'était début novembre de l'année dernière, donc ça fait maintenant plusieurs mois vu qu'on est fin mai. J'ai pas un recul encore énorme sur cette séparation, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était le fruit d'une longue réflexion de ma part, où j'avais bien pesé le pour et le contre. On a vraiment essayé de faire avancer ce couple, de continuer ensemble, mais malheureusement, parfois, c'est pas suffisant. Moi, il y avait des choses sur lesquelles je me sentais assez bloquée dans ma vie, dans ce couple. J'avais envie d'avancer sur des projets qui me tenaient à cœur depuis le jour 1 de ce couple, dont j'ai toujours parlé, mais qui, malheureusement, j'avais l'impression ne pouvaient pas se réaliser. De son
côté, il y avait aussi une certaine pression forcément qui se construisait au fur et à mesure parce que il savait que j'attendais que les choses avancent et je pense qu'il n'était pas forcément toujours capable de le faire et c'est son droit total. Et donc au final, j'ai décidé que le mieux pour nous, pour moi en tous les cas, c'était la séparation. Donc voilà, ça fait depuis à peu près mars qu'on est physiquement séparés. Erwan a déménagé, donc maintenant je vis seule dans cet appartement et pour moi ça se passe très 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 bien. Je dois le dire, on est toujours en contact parce que évidemment on a toujours Ebrel qu'on a adopté à deux, donc on fait une sorte de garde partagée avec Ebrel. On a toujours fait au mieux pour elle. Pour moi c'était vraiment très important de garder central son bien-être à elle et que nous on fasse en fonction. C'est une chienne qui a quand même un passif assez lourd, qui peut être très stressée, très angoissée dans les nouvelles situations. Donc vraiment, on a fait les choses à son rythme. Elle a découvert à son rythme le nouvel appartement de son papa et maintenant, elle peut y aller avec lui. Et pour ce qui est de ma relation actuelle avec Erwan, on est amis maintenant. Je peux parler que pour moi, mais je le vis vraiment honnêtement très bien. Je n'ai jamais vécu aussi bien une rupture dans ma vie. Je pense que c'est tout simplement parce que j'étais alignée. Il n'y a pas eu de difficulté dans la rupture, dans le sens où il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de choses dont on n'a pas pu discuter. Je pense que j'ai assez bien compris le processus qui a fait que on a été amené à se séparer et je l'accepte. Et je pense honnêtement que parfois, on n'est pas obligé de se déchirer, on n'est pas obligé de s'insulter, on n'est pas obligé d'avoir des dramas, des choses terribles qui font qu'on se sépare d'une personne. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je pense que au moment où je me suis séparée, où on s'est réellement séparés physiquement en mars, comme dit, la décision a été prise déjà depuis tout début novembre. Donc oui, ça n'a pas été facile dans le sens où il a fallu quand même que je fasse le deuil de certaines choses que j'avais projetées avec lui. Moi, j'avais vraiment projeté de me marier, d'avoir un enfant, et malheureusement, j'ai juste fait face à la réalité et c'était pas des choses qui étaient possibles. Et en fait, je pense qu'à un moment, je pouvais pas me résoudre à me dire, j'ai 30 ans, je peux pas renoncer à des rêves aussi grands que les rêves de la maternité, par exemple. Et donc, tout simplement, ce qui s'est présenté à moi, c'était le fait de continuer nos chemins sur des chemins différents, tout simplement. Donc voilà, effectivement, nous sommes séparés avec Erwan. Vous ne le verrez a priori plus dans les contenus. Pour l'instant, on est toujours en contact, notamment pour la chaîne, mais aussi parce qu'on continue de s'apprécier. Je tiens à dire ici vraiment que l'amour amoureux est tellement proche, mais tellement proche de l'amour amical. Vraiment, la différence pour le vivre dans ma chair en ce moment, mais la différence, c'est un papier de cigarette, quoi. Mais moi, je pense que le couple peut être extraordinaire et incroyable, mais tout comme les amitiés, finalement, et qu'il n'y a pas de raison, en fait, de se forcer éternellement à rester avec une personne quand on voit que les choses ne nous conviennent plus. Et donc, c'est tout simplement ce qui s'est passé avec Erwan et moi. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de l'info, mais sachez que moi je suis bien avec les choses, je peux pas parler pour lui, mais en tous les cas voilà, il n'y a pas eu de rupture énorme puisque on se voit toujours, juste on n'est plus amoureux, on n'est plus en couple, mais pour l'instant on reste encore un petit peu dans la vie l'un de l'autre, notamment par Ebrel qui nous lie. La prochaine question, donc il y en a eu plusieurs parce qu'à chaque fois je regroupe plein de questions dans une question, mais c'est quelle est ta relation avec ton corps? Comment as-tu réussi à te libérer de tes TCA? Et le fait de te livrer ainsi t'a-t-il aidé pour surmonter des périodes difficiles? Donc dans cette dernière partie, la personne faisait référence notamment aux vidéos sur la santé mentale, sur la psychologie, où je me suis livrée sur cette chaîne YouTube. J'ai l'immense plaisir et la joie de vous dire que ma relation avec mon corps s'est grandement améliorée. Je me sens vraiment beaucoup mieux dans mon corps. En fait, ce qui avait été difficile pour moi, ça a été de prendre pas mal de poids. Je sais plus exactement combien de poids j'ai pris précisément, mais ça doit être entre 10 et 15 kilos que j'ai pris lorsque je suis arrivée à Strasbourg. Donc forcément, c'est quand même une différence. Et puis, comme dit, on vit dans une société qui est vraiment, mais éminemment grossophobe. La grossophobie est encore, mais complètement normalisée et acceptée dans notre société, alors qu'elle est extrêmement violente, vraiment. Et donc, à ce moment-là, ça avait été très, très dur pour moi. Je vais pas en reparler en long, en large et en travers dans cette vidéo, parce que encore une fois, je vais plutôt vous inviter à aller voir les autres vidéos dans lesquelles j'en ai parlé, mais j'ai grandi avec une mère qui avait des TCA et qui a quand même beaucoup projeté sur moi, qui m'a fait énormément de remarques, de critiques, qui a scruté mon corps. Vraiment, j'avais tout le temps des remarques sur mon physique quand j'ai grandi, en plus de la société dans laquelle on vit, qui est clairement une société qui dépossède les jeunes femmes de leur corps avant même qu'elles puissent le posséder elles-mêmes, c'est-à-dire que on est adolescente, on a le corps qui change, on n'a même pas le temps de s'approprier notre corps, qu'on a déjà plein de remarques de personnes extérieures sur ce dernier, et ça crée vraiment un corps objet, ça réifie les jeunes femmes, les femmes, etc. Et c'est quand même très difficile du coup de reprendre possession après de son corps et de dire c'est mon corps, il m'appartient, personne n'a rien à dire sur mon corps, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de prendre de la place, j'ai le droit d'avoir des bourrelets, et ça oui, ça a été un cheminement, c'est pas évident. Il y a une partie de moi qui était bien évidemment toujours d'accord avec ça, mais là cette dernière année, déjà mon poids s'est complètement stabilisé, donc ça a été plus
plus facile pour moi, voilà, de finir par m'accepter. Faut savoir que vraiment votre cerveau, quand on a genre 20 ans, il va un peu fixer votre image de vous, et donc si vous avez des grands changements physiques, ça peut être assez compliqué après pour votre cerveau de comprendre un petit peu genre à quoi vous ressemblez, etc. Mais avec le temps, j'ai fini par me trouver belle, tout simplement. Je dois dire que c'est hyper important d'avoir des représentations de corps qui ressemblent aux vôtres, notamment sur ce que vous regardez au quotidien. Donc si comme moi vous êtes sur les réseaux sociaux au quotidien, n'hésitez surtout pas à vous abonner à des personnes qui ont des corps qui ressemblent aux vôtres, parce que je vous jure, ça participe tellement à normaliser votre corps à nouveau. On crée en fait un nouvel environnement, et au lieu d'être coincé dans cet environnement très marketé de ce corps qui se voudrait être parfait selon la norme dominante, ben vous allez commencer à voir d'autres choses et à vous dire mais c'est normal en fait. Et ça aide énormément après à poser un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant sur son corps. Et moi aujourd'hui, honnêtement, je me trouve belle, et pourtant je garde mes poils, je suis poilue, j'ai des vergetures, j'ai de la cellulite, j'ai pas les seins aussi fermes que quand j'étais plus jeune, etc. J'ai du ventre, enfin voilà, tout ça. Et au final, non, je me trouve belle en fait. Par exemple, pour moi, c'était quand même assez dur à chaque fois de changer de taille. Tu changes de taille, tu changes de taille de pantalon, tu changes de taille de pantalon, tu changes de taille de pantalon. Et t'es en mode, ok, quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est hyper dur psychologiquement. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste 2 cm. Entre une taille 38 et une taille 40, il y a juste 2 cm de tour de taille. C'est rien en fait, on s'en fiche quoi. Et ces réalisations-là, elles m'ont énormément aidé à me dire, mais on s'en fiche complètement. Il y a des choses tellement plus importantes autour de nous, et le fait de forcer les femmes à tout le temps penser à leur poids, tout le temps vouloir se restreindre, se critiquer, moins manger, avoir moins d'énergie au quotidien parce que moins de calories, etc. Bah, c'est aussi un outil de domination politique, d'oppression des femmes, et je suis évidemment en mon fort intérieur complètement contre tout ça. Donc forcément, au bout d'un moment, ça finit par déteindre aussi sur les autres propos qu'on a dans la tête, qui sont des propos grossophobes et voilà, culturels, de lavage de cerveau total, qu'on garde et qu'on continue à se dire comme si c'était notre propre cerveau qui nous persécutait, mais en fait c'est la société qui parle via notre cerveau, et c'est très 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 ancré là-dedans, parce que comme dit, c'est un réel lavage de cerveau qu'on subit depuis l'enfance. Mais en fait, il y a plein de choses comme ça qui se sont mélangées et qui ont fait que je me suis sentie bien à nouveau dans mon corps. Je dois te dire aussi que je suis quand même beaucoup sortie du male gaze. Donc le principe, c'est le fait que en tant que femme, on grandit pour plaire aux hommes, pour plaire au regard des hommes, etc. Et maintenant, je peux vous dire, mais je m'en fous, mais royalement. Toutes ces choses-là, en fait, elles m'ont énormément aidée. Je peux vous dire que quand vous sortez du principe, du fait de sentir comme ça ce regard des hommes sur vous, et qu'on arrive à s'en libérer, même si je dis pas que c'est facile, ou je dis pas que c'est possible pour tout le monde, hein, vraiment pas du tout. Mais juste quand vraiment profondément en son fort intérieur, on sort de ça et qu'on s'en fout, et ben ça fait du bien. Et après, vous existez juste pour vous-même. Et après, vous vous trouvez canon et vous vous dites, mais en fait, c'est cool d'avoir de la chair, c'est cool d'avoir des formes, c'est beau, la peau, c'est beau, quoi. Donc voilà, ça m'a énormément aidé, je pense. Pour le sujet des TCA, alors pour le petit background, moi, je faisais de l'hyperphagie, mais de façon très soft. C'était plus genre, j'arrivais pas à m'arrêter de manger en fin de repas, en gros, mais j'allais pas forcément manger d'un coup des énormes quantités pour me remplir des trucs qui me plaisaient pas, etc. Mais par contre, j'allais toujours grignoter, et ça durait longtemps en fin de repas, et je mangeais vraiment au-delà, très clairement au-delà de ma faim. Et ce qui m'a énormément aidé et que je vous conseillerais profondément, pour moi en tous les cas, ça a été la TCC. Donc je vous en parlais précédemment, la thérapie cognitivo-comportementale. C'est une thérapie qui a été prouvée pour pouvoir aider contre les TCA. Donc ça a pris son temps, hein, honnêtement. C'est un peu frustrant parce que j'avais l'impression que c'était long, mais au final, ça a vraiment été efficace pour moi, parce que bah, tout simplement, c'est une forme d'addiction à la nourriture, en fait, l'hyperphagie, et toutes les addictions, en général, c'est des mal-être sous-jacents qui sont derrière, et on essaye finalement de les remplir, de les régler avec cette addiction, mais ça va jamais les régler, ça va finalement que les aggraver. Donc si vous traitez en fait les problèmes que vous avez derrière, bah, vous allez en général réussir à vous libérer de cette addiction. Et sinon, ce que je vous conseille vraiment, si vous souffrez de TCA, et il y a énormément de personnes qui souffrent de TCA, c'est une maladie mentale qui est mortelle, donc vraiment n'hésitez pas à la prendre en charge, c'est très important, c'est la diététique comportementaliste. Vraiment, ne vous faites pas accompagner par n'importe quelle diététicienne ou diététicien, parce qu'ils ne sont pas tous formés au TCA, mais spécifiquement la diététique comportementaliste, ça c'est vraiment très très bien. Je vous conseille d'aller sur le site du GROS, ça s'appelle comme ça. Je vous mettrai le lien bien sûr en description. Sur ce site, il y a un annuaire des praticiens qui ont été formés
contre la stigmatisation, contre la grossophobie, à vous aider à vous en sortir par rapport à vos TCA notamment. Et donc vous rentrez votre ville et vous allez potentiellement pouvoir trouver une personne qui va vous accompagner. Il y a aussi des personnes, des professionnels qui font ce genre de suivi à distance. Mais vraiment, la diététique comportementaliste, ça fonctionne extrêmement bien. C'est ce qu'il vous faut. C'est des personnes qui sont formées pour vous aider, qui sont là pour vous. Et vraiment, j'aurais aimé avoir ces informations là parce que les TCA, c'est très complexe et il faut vraiment des personnes qui sont formées sur le sujet pour pouvoir vous aider. Et donc pour finir, oui, bien entendu, le fait de me livrer sur mes problèmes, mes troubles, etc. m'a beaucoup aidé. Je vous en ai parlé à vous, j'ai adoré le fait de pouvoir avoir des retours de votre part. J'aime vraiment beaucoup en fait échanger avec vous, d'humain à humain. Donc oui, bien sûr, ça m'a aidé de faire des vidéos sur cette chaîne, mais ça m'a surtout aidé de faire une thérapie, hein, je vais pas vous mentir, parce que sur la chaîne, je parle face à une caméra et certes, je lis vos commentaires, mais c'est pas en direct, tandis que dans une thérapie, c'est les personnes déjà qui sont formés sur le sujet, qui ont des diplômes et qui peuvent vous répondre directement et vous aider au quotidien. Donc oui, bien sûr, ça m'a aidé et je vous conseillerais toujours, si vous le pouvez, de faire des thérapies. Il y a des thérapies qui peuvent être gratuites. Faut vous rapprocher des hôpitaux, notamment, il y a parfois des hôpitaux de jour qui peuvent aider, etc. Donc voilà sur le sujet des TCA et de mon rapport au corps. La prochaine question concerne mon SOPK et ma peut-être endométriose. On me demande comment as-tu découvert ton SOPK, comment l'as-tu vécu, comment vis-tu actuellement avec, et également quel est ton parcours avec l'endométriose. Alors mon parcours sur le SOPK, je ne vais pas du tout m'attarder dessus dans cette vidéo parce que j'en ai fait une vidéo complète. Je suis toujours pas prise en charge pour mon SOPK parce que c'est relativement impossible, très difficile d'être prise en charge pour son SOPK. Je suis en processus dans un nouvel hôpital à Strasbourg pour me faire prendre en charge notamment sur mon SOPK et savoir si j'ai de l'endométriose. Pour l'endométriose, j'ai franchement, honnêtement, presque tous les symptômes. Je dois être à au moins 70% des symptômes. Donc moi, mon avis, mon autodiagnostic, c'est que je pense que j'ai de l'endométriose en plus du SOPK. Mais pour l'instant, on ne sait pas. J'ai eu un premier examen à l'hôpital, donc on m'a fait une échographie pelvienne où j'ai énormément souffert, voilà, c'était vraiment horrible honnêtement, mais je tiens à dire que ce n'est pas normal d'avoir mal pendant un examen médical, donc ne faites pas comme moi, et si on vous écoute pas, juste vous partez quoi, vous dites stop en fait. Mais du coup, on n'a rien vu sur cette échographie là, mais de ce que je sais, ça peut être tout à fait normal pour une endométriose, on ne voit pas forcément à l'échographie que vous avez une endométriose. J'ai un prochain rendez-vous en juillet, donc voilà, les temps d'attente sont toujours assez longs. Mon avantage, c'est que comme j'ai un SOPK, d'ailleurs SOPK qui ne s'appelle plus SOPK, le SOPK c'était un nom complètement trompeur, syndrome des ovaires polykystiques. Nous n'avons pas de kystes lorsque nous sommes SOPK, nous avons simplement des follicules. Je vous donne le nouveau nom ici parce que je pense que c'est hyper important, il représente mieux la maladie et surtout ça montre quand même que enfin la médecine commence à s'intéresser un peu plus à ce sujet qui touche quand même entre une femme sur 10 et une femme sur 7, ce qui est absolument énorme. Donc le nouveau nom, je vous le donne, c'est le SMOP, le SMOP, syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Donc voilà, je vous mets la vidéo en question sur mon parcours relatif au SOPK dans la description, et pour l'endométriose, vous avez la réponse, je ne sais pas, je pense que je l'ai, mais je ne sais pas, et donc je saurai plus tard si je l'ai, mais dans tous les cas, j'ai d'atroces souffrances pendant mes règles, que je n'ai donc pas souvent parce que j'ai un SMOP, SOPK. Donc affaire à suivre pour l'endométriose. Et dans tous les cas, je veux être aidée et être accompagnée parce que ce n'est pas normal que je ressente une telle souffrance lorsque j'ai mes règles. Donc même si, imaginons que je n'ai pas l'endométriose, dans tous les cas, je serai accompagnée pareil a priori à cet hôpital de jour dans lequel je vais, qui s'appelle gestion des douleurs gynécologiques, je crois. Donc voilà, si vous avez mal, ne restez pas seul, ce n'est pas normal et vous avez le droit d'être aidé. J'ai reçu énormément de questions sur Ebrel, donc la chienne que vous voyez régulièrement en fond de vidéo sur le lit, et je sais que vous l'aimez beaucoup parce que vous me faites tout le temps plein de petits messages sur Ebrel. Là elle est en promenade du coup avec son papa, donc elle n'est pas avec moi. Comment est-ce qu'elle se prénomme? Eh bien son prénom c'est Ebrel. Ebrel veut dire avril en breton. On a choisi ce prénom parce que on voulait un prénom breton. Ma grand-mère était 100% bretonne, mon ex-compagnon est breton, donc ça faisait sens, et ma grand-mère dans ma famille donnait toujours les prénoms de nos animaux et elle donnait toujours des prénoms bretons, des mots bretons, et pour lui faire hommage c'était important pour moi de garder cette tradition. Donc voilà pourquoi on l'a appelée Ebrel. Je trouve par ailleurs que c'est un prénom qui est tellement beau. Et pourquoi avril? Elle a été adoptée un 1er avril depuis la Roumanie. Elle est arrivée chez nous un 1er avril, donc ça faisait complètement sens. On a gardé Ebrel. On m'a demandé si c'était pas contradictoire d'être végane et de nourrir sa chienne avec des croquettes carnées.
Ça tombe bien, je ne nourris pas ma chienne avec des croquettes carnées, donc je suis plutôt d'accord avec l'énoncé de cette question. Vous m'avez posé énormément de questions sur l'alimentation de ma chienne. Vous êtes beaucoup à rechercher comment on peut faire en sorte que son chien mange végétarien ou vegan. Et avant que vous écriviez des trucs de maltraitance animale en commentaire, sachez que si vous décentrez un tout petit peu votre regard de l'Occident, il y a des endroits dans lesquels il y a des millions de chiens qui sont littéralement nourris végétariens depuis des dizaines et des dizaines d'années, notamment en Inde. Par ailleurs, la science a également montré que les chiens pouvaient manger végétarien et vegan. Simplement, c'est comme pour les humains, il faut adapter l'alimentation, il ne faut pas donner n'importe quoi, il faut adopter une alimentation équilibrée. J'ai fait mes recherches sur la question, il y a un livre aux éditions La Plage qui porte sur le sujet, et surtout, j'étais très étonnée de voir toutes ces questions parce que j'ai fait plein de vidéos YouTube sur le sujet qui m'ont valu pas mal de harcèlement, je vous le dis, parce que les gens sont très mécontents qu'on nourrisse son chien ou sa chienne végétarien ou vegan. Toute l'histoire des brels, il y a une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Comment elle est nourrie, il y a au moins 2 vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Je lui fais une ration ménagère maison, je la cuisine moi-même, elle est supplémentée pour être parfaitement équilibrée et la recette de cette ration ménagère est sur ma chaîne. Donc encore une fois, je vous mettrai les liens vers ces vidéos-là YouTube en description pour que vous puissiez très facilement les retrouver. Et enfin, la dernière question de cette vidéo qui, je le sens, aura été très longue. Toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici, mettez un emoji tête de chien en commentaire, comme ça je sais que vous êtes arrivés jusque-là. Franchement, merci beaucoup d'être restés jusque-là, c'est vraiment, ça me touche, ça veut dire que ça vous intéresse ce que je dis, donc merci infiniment. Est-ce que tu es fan d'autres créatrices de contenu? Si oui, qui? Donc oui, je vous ai préparé une petite liste, bien entendu. Il y a énormément de collègues qui sont très talentueuses. Je tiens à dire ici que j'ai pas pu citer tout le monde, il y a encore plein d'autres personnes que j'apprécie énormément et dont je regarde le contenu très régulièrement. Juste, il fallait que je me restreigne quand même pas mal pour pas donner 3 milliards de noms comme ça. Pour la cuisine, j'ai mis patates et cornichons. Elle crée tellement de contenu. Elle est présente sur YouTube, sur Instagram. Elle a également une application et vraiment son contenu est hyper qualitatif. Elle fait tout le temps des recettes. C'est vraiment une bosseuse, mais ça se voit qu'elle travaille énormément. Vraiment, c'est super ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à aller checker Patates et Cornichons. Après, j'aime énormément aussi le contenu sur Instagram de Mélodie. Le nom de son compte, c'est Maylove avec un 0. Elle fait notamment beaucoup de recettes avec des légumineuses qui sont imperceptibles. Elle fait pas mal de recettes sucrées aussi, un peu saines, donc genre des gâteaux, des brioches, des pains, ce genre de choses. J'aime aussi beaucoup le travail de Shanice. Elle, c'est une chef végane. Elle fait vraiment de la cuisine de chef, donc je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de subtilité dans ce qu'elle cuisine. Elle cuisine beaucoup, globalement, des cuisines du monde, de plein d'endroits différents dans le monde, et elle le fait en général extrêmement bien. Elle respecte vraiment les traditions des endroits desquels elle récupère les recettes, et ça, c'est très appréciable. Et vraiment, rien qu'à voir ses techniques et ses recettes, je suis certaine que sa cuisine est absolument excellente, donc je vous encourage vraiment à aller voir ses contenus. Un créateur de contenu beaucoup plus petit, beaucoup plus niche, mais que j'aime énormément suivre au quotidien, c'est Lutsubo. Il a également un blog de cuisine. C'est de la cuisine 100% végétale. C'est pas du tout une cuisine du buzz, c'est vraiment une cuisine dans, je sais pas comment dire, dans le quotidien, mais en même temps sublimée. J'adore ses contenus. Il a une façon super de cuisiner les légumes, de faire plein de plats de plein d'endroits différents dans le monde aussi. Et vraiment, son contenu est pépite. Donc je vous encourage très sincèrement à aller le suivre. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas la citer, Mélanie Le Cul de Poule. Elle, c'est vraiment une mère de famille qui a aussi travaillé en restauration et qui au quotidien cuisine pour sa famille, sait cuisiner en grande quantité, a beaucoup de connaissances aussi sur la nutrition végétale. Son contenu est honnêtement d'utilité publique si vous êtes une famille, que vous cherchez à nourrir vos enfants véganes, que vous êtes en charge un petit peu de la cuisine pour une famille. Je trouve que son contenu est très approprié, il est super économique, il est super cohérent vraiment avec le quotidien. Et pareil, Mélanie, elle est sur YouTube, sur Instagram, et elle a aussi un webzine. Elle travaille aussi avec une diététicienne qui est spécialisée dans la nutrition végétale, donc vraiment son contenu est pépite. Et petite mention quand même pour les personnes qui ne font pas de la cuisine, parce que je ne suis pas que des personnes qui font de la cuisine, bien sûr, je suis aussi plein d'autres personnes. Donc je vais les dire plus rapidement. Il y a Mathilde Odile, chaîne YouTube que je trouve incroyablement qualitative. Elle et son partenaire font un voyage en stop autour du monde. Ce que j'apprécie beaucoup déjà, c'est que ces vidéos sont magnifique, tout est tourné très autour de la rencontre humaine et ça fait vraiment du bien de voir ça. Et en plus de ça, elle a vraiment une éthique très forte, elle cherche toujours à faire les choses au mieux et ça se ressent énormément dans ses contenus et je trouve que c'est extrêmement appréciable, donc allez lui donner de la force, elle mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés que ce qu'elle a. Ensuite, il y a Béa Maman Nature que je suis depuis des années et je me suis tellement attachée à son histoire, à sa personnalité, à sa famille. Elle a un mode de vie et une vie qui sont
très 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 différent de ce que moi je fais au quotidien et parfois aussi de ce que je promeus. Elle a pas forcément exactement les mêmes valeurs que moi, mais j'apprécie quand même énormément son contenu, je suis attachée à elle. Donc si vous aimez les vlogs famille dans toute leur simplicité, si vous aimez aussi tout ce qui est Montessori, éducation respectueuse de l'enfant, n'hésitez pas à aller la suivre. Les grands classiques, mais il fallait que je le mette parce que je me rue à chaque fois sur la notification, c'est les vlogs de Je ne suis pas jolie qui s'appelle maintenant Léa Koff. Elle en sort un tous les dimanches et je les adore, je les regarde tout le temps. Et en plus, finalement, je trouve que maintenant, elle est plus accessible qu'à une certaine époque. Moi, je la suis depuis extrêmement longtemps. Enfin, on a, entre guillemets, grandi ensemble parce que je pense qu'on a le même âge. Et je trouve que ces dernières années, elle est encore beaucoup plus proche de sa communauté que ce qu'elle pouvait être avant. Donc, je trouve ça hyper appréciable et vraiment juste, j'aime beaucoup son contenu. Et enfin, le contenu de Laisse Libre qui s'est remis à faire des vidéos YouTube hyper régulièrement maintenant parce qu'elle a acheté une maison en ruine, entre guillemets, une maison à retaper de A à Z et elle fait plein de vlogs travaux. Si vous aimez les vlogs travaux, vous allez adorer. C'est aussi une personne qui a énormément d'éthique, que ce soit vegan, politiquement, pour les animaux, pour l'écologie. Et donc du coup, toute sa rénovation, je le sais déjà, va tourner autour du respect du vivant. Et je trouve ça génial. En plus, elle fait des vlogs travaux quand même assez régulièrement. Donc ça vaut trop le coup de s'abonner. N'hésitez pas. Je vous mets, bien évidemment, tous les noms des personnes que j'ai citées en description. Plus que jamais, j'ai vraiment envie de lire vos retours sur cette vidéo en commentaire parce que forcément c'est des vidéos dans lesquelles je me confie beaucoup. J'essaie d'être la plus honnête possible et c'est vraiment super important pour moi d'avoir votre retour, de savoir ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez m'aider aussi parce que je parle de plein de sujets ou s'il y a des choses sur lesquelles moi je vous ai aidé, ça me ferait super plaisir de vous lire, donc surtout n'hésitez pas. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse avec une autre vidéo sur le même sujet, c'est ma foire aux questions de l'année dernière. Je ne fais qu'une seule foire aux questions par an et à chaque fois je parle de sujets différents où je me confie, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En plus elle est un peu complémentaire avec la vidéo d'aujourd'hui. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je vous dis à très bientôt.